Adopté. Nous en venons à l'article 4 et inscrit sur l'article Madame Boyer. Madame la présidente, je rappelle que cet article 4 concerne la participation des collectivités territoriales à la souscription nationale et permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'opérer des versements au titre de la souscription nationale. Le Sénat avait proposé que ces versements, comme les dépenses correspondant à des projets d'investissement en matière de rénovation des monuments historiques, soient rajoutés. Et un amendement de la rapporteure est revenu sur le texte de l'Assemblée à supprimer toutes les modifications du Sénat, encore une fois. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'Observatoire du patrimoine religieux recense 500 édifices religieux en péril, dont 14 à Paris et plus de 5000 sites délabrés. Si l'État est propriétaire des 87 cathédrales, ce sont les communes qui sont chargées d'entretenir toutes les églises construites avant 1905, la quasi-totalité des 42 258 églises et chapelles paroissiales dénombrées par la Conférence des évêques de France. Si ces édifices sont classés, le département, la région, l'État peuvent verser une subvention. Alors que l'article 4 va dans le bon sens en permettant aux collectivités territoriales d'opérer des versements au titre de la souscription nationale, mais je crois qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Arrêter de leur faire croire que malgré leur bonne volonté, les collectivités ont les moyens de contribuer à la restauration de Notre-Dame. Faute de pouvoir entretenir leurs édifices correctement, mairies et diocèses n'hésitent plus à vendre. 5 à 10% du patrimoine religieux pourrait être vendu, détruit ou abandonné d'ici 2030. Incitons les Français à continuer à donner pour Notre-Dame, consulte-les pour savoir ce qu'ils attendent de cette restauration, incitons-les à contribuer à la restauration de nos cathédrales, nos églises, nos abbayes ou nos monastères récemment dégradés ou dont la conservation est mise en péril. Cette solidarité nationale en dit long sur l'attachement que nous avons à ce patrimoine commun et à nos racines chrétiennes. Je voudrais encore souligner qu'au moment où nous parlons, je lisais qu'une église dans l'Eure avait encore brûlé pour la deuxième fois dans la semaine. Il y a une sorte d'épidémie d'incendie aujourd'hui dans nos édifices et de dégradation. Et non seulement c'est vrai que ce patrimoine a beaucoup de mal à être entretenu pour les collectivités, mais en plus il subit de multiples dégradations, volontaires ou pas. Je me permets de souligner, Madame la Présidente, que j'ai demandé justement qu'il y ait une mission pour qu'on voit où en sont ces dégradations de nos édifices cultuels, quels qu'ils soient, d'ailleurs, toutes religions confondues. Et j'attends avec impatience la réponse à ce sujet. Mais on ne peut plus continuer de cette façon à laisser à la fois notre patrimoine être dégradé, mais aussi à le voir dégradé parce qu'on n'a pas les moyens de l'entretenir, mais à le voir dégradé aussi parce qu'il est abîmé volontairement. Et il serait temps qu'à la fois on arrive à le restaurer et que d'autre part on sache quelles sont les personnes qui volontairement et pour quel motif le dégradent. Merci Madame la députée. Donc nous en venons à l'examen des amendements à l'article 4, amendement de suppression, Monsieur Mattei. Oui, Madame la Présidente, je redépose cet amendement que j'avais déjà défendu en commission qui vise à supprimer l'article 4. Sur le plan du principe, on peut se poser la question d'un responsable d'une collectivité, d'un maire ou d'un président qui décide d'apporter une subvention à Notre-Dame alors que Notre-Dame n'est pas sur son territoire. Ça peut paraître choquant. D'ailleurs, on l'a bien vu, certaines collectivités se sont précipitées en annonçant des dons avec l'argent du contribuable, et alors que ça ne collait pas juridiquement. Donc cet amendement, il a pour but de rectifier cette anomalie juridique en permettant une dépense d'investissement. On peut très bien faire des dons sur le budget, la partie fonctionnement, mais pour d'autres causes, mais pour l'investissement. Et on voit bien d'ailleurs que le Sénat, en enlevant la possibilité d'avoir recours au FCTVA, montre bien qu'on n'est pas sur une dépense d'investissement qui pourrait être éligible à la récupération ou à la compensation au titre de la TVA. Donc encore une fois, je crois que c'est un signe que l'on donnerait si j'étais suivi dans cette suppression de l'article. Or, j'ai bien conscience que ça ne faciliterait pas forcément tout à fait la vie de certaines collectivités qui ont, à mon avis, été un peu rapidement en besogne sur cet élan de générosité, mais, et qui remettrait bien au centre qu'on doit s'intéresser à son territoire, alors que les communes situées en Île-de-France ou à Paris, bien évidemment, donnent, ça ne me choque pas, mais qu'une commune, par exemple, dans le sud de la France,
on peut s'interroger sur la pertinence du choix, et surtout, encore une fois, c'est sur l'argent des contribuables, c'est pas l'argent des élus qui est mis en place. Voilà. Donc moi, je demande la suppression de cet article 4, parce que, et en plus, il pose un problème, je dirais, d'orthodoxie comptable au niveau de la comptabilité publique. Voilà. Donc, mais j'ai conscience que ça faciliterait pas forcément la vie de personnes qui se sont un peu précipitées, à mon avis, un peu rapidement dans ces dons. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Oui, avis défavorable, Madame la Présidente. Vous l'avez dit, on a eu ce débat en première lecture et puis en commission la semaine dernière. L'objectif de l'article 4, il est bien de répondre aux demandes qui ont été formulées par certaines collectivités territoriales pour lesquelles la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne présente pas d'intérêt public local. Il s'agit donc de donner une base légale aux dons et versements effectués dans le cadre de la souscription nationale par une collectivité territoriale, vous l'avez dit, en dehors de son champ de compétences géographiques. C'est bien parce que plusieurs collectivités avaient annoncé leurs souhaits et leurs intentions de participer à la souscription nationale que le projet de loi consacre cette possibilité. Il s'agit bien d'une possibilité. Ce sera donc un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Un grand nombre de collectivités territoriales ont souhaité participer à cet élan de générosité pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Il paraît légitime de leur donner la possibilité de le faire, à eux d'expliquer à leur conseil municipal ou à leur assemblée délibérante ou à leurs administrés les raisons qui les ont poussés à choisir d'accompagner la restauration de Notre-Dame. Mais je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. C'est aux collectivités d'expliquer leur choix et pas à nous de les empêcher de le faire. D'autre part, nous avons bien précisé, une instruction comptable va être prochainement envoyée pour bien préciser que ces dons ne seront comptabilisés en investissement et donc ne feront pas partie des fameux 1,2% que nous connaissons tous. Et d'autre part, en revanche, que ça ne pourra pas bénéficier, vocation à être éligible, en revanche, au fonds de compensation de la TVA, étant donné que c'est une souscription nationale. Donc votre avis, monsieur le ministre, est défavorable. Monsieur Mattei. Oui, je comprends bien la réponse de monsieur le ministre, mais ça n'empêche qu'on ne peut pas, dans cette Assemblée, cautionner ces entorses à la comptabilité publique, parce que c'est très bien fait. Et c'est justement pour limiter la liberté d'agir dans ce cadre-là. Voilà, donc, j'irai pour cette fois, mais il ne faudrait pas que pour chaque donation, on puisse laisser libre cours. Il y a quand même des règles comptables qui ne sont pas si mal faites que ça. Je pense qu'il serait bon que l'Assemblée accompagne ce respect de ces règles comptables. Merci, monsieur le député. Je mets aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? N'est pas adopté. Amendements identiques, le 12. Madame Leroux, il est défendu. Le 98 n'est pas défendu. Madame la rapporteure? Défavorable. Monsieur le ministre? Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? N'est pas adopté. 96 n'est pas défendu. Le 35 non plus. Le 165, Madame Magne, n'est pas défendu. Ah, Madame la rapporteure, pardon. Vous le défendez, non pas au titre de la commission, mais en votre nom. En mon nom personnel, c'est donc un amendement qui propose de rétablir le texte adopté par notre Assemblée en première. C'est un amendement qui implique donc la suppression de la précision relative à la non-éligibilité des versements effectués par les collectivités territoriales dans le cadre de la souscription nationale au FCTVA. On n'ignore pas les demandes appuyées de certains d'entre vous pour inscrire ces éléments dans la loi, mais ces précisions figureront à l'image de la nature des versements, elles aussi dans l'instruction budgétaire et comptable. Il ne me semble donc pas utile d'alourdir le dispositif de disposition qui relève davantage du domaine réglementaire. Madame la rapporteure, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Donc cet amendement... Excusez-moi, Madame la Présidente, avis favorable de la Commission.
Très bien, Monsieur le ministre. Je le mets aux voix avec avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendements soumis à discussion commune, amendements identiques. Alors, vont tomber jusqu'au 114 de Madame Victory. Monsieur Potier, le 114. Le 14 inclus tombe. Le 113, donc également, Monsieur Potier. Il semble relever du réglementaire, mais il nous semble important, en cohérence avec l'exposé des motifs, de préciser qu'il s'agit de subventions d'équipement afin de lever toute ambiguïté et de faciliter la traçabilité des fonds affectés. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Je confirme que ça relève davantage du réglementaire. Avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? L'article 4 est adopté. L'article 5 est supprimé. Mais néanmoins, il y a des amendements à l'article. Amendements soumis à discussion commune. Un amendement de Madame la rapporteure faisant l'objet de sous-amendements. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour le 90. Oui, un amendement présenté en mon nom. C'est un amendement qui vise à rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat a procédé à une réécriture de certaines parties du dispositif. D'une part, un renforcement temporaire et ciblé de l'avantage fiscal accordé au titre des dons en application de l'article 200 du Code général des impôts. Ces modifications semblent en réalité superfétatoires et alourdissent inutilement le dispositif. Deuxième chose, les modifications apportées à la période d'éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt soulèvent plusieurs difficultés, notamment s'agissant de sa date de fin. Merci, Madame la rapporteure. Le 288, votre sous-amendement. Donc, Monsieur Potier, vous défendez le sous-amendement? Oui, Madame la Présidente, j'y tiens beaucoup. C'est une suggestion qu'on avait faite au groupe socialiste et il nous paraissait que dans l'esprit de ce soutien populaire, il fallait qu'il soit vraiment populaire. Donc on n'en prive pas la moitié des Français et qu'on soit vraiment dans une logique de réduction d'impôt, de crédit d'impôt plus que de réduction d'impôt. Il suffisait pour ça, pour avoir une somme équivalente dépensée par l'État en soutien aux souscripteurs, de diviser la déduction par 2 et on arrivait à une souscription populaire. Ça aurait été la seule innovation que nous apportions dans cette loi qui, par ailleurs, est relativement inutile par rapport à l'objet qui est poursuivi, qui aurait pu se faire à loi constante. Donc la véritable innovation, c'était l'extension à un crédit d'impôt. Ça aurait été une formidable idée qui aurait permis un élan populaire, moins discriminatoire pour les Français qui partagent le même élan pour Notre-Dame de Paris. Monsieur le député, vous défendez le sous-amendement 289 également, Monsieur Potier? Vous défendez le suivant? Il est défendu. Alors, une série de sous-amendements identiques, le 290. Madame Victory, Monsieur Potier, c'est défendu. Madame Victory, vous avez la parole. Pardon, c'est dans le droit fil de ce qu'a vient de dire mon collègue Potier. C'est un amendement donc, qui vise à redonner aux Français l'égalité du traitement fiscal et qui vise donc à rétablir l'article 5 du projet de loi tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Merci Madame la députée. Le 303, Monsieur Mattei. Oui, d'abord, je m'opposerai à l'amendement de Madame Magne qui vise à rétablir l'article 5 qui avait été supprimé en commission des finances, et pas par maladresse. Hein. C'était un vote tout à fait conscient. Cet article, qu'est-ce qu'il vise? La suppression, c'est qu'on ramène l'abattement de 75 à 66%, qui est le régime général. Donc, il y a 9% de différence. Ce n'est pas un drame. Et alors, mon sous-amendement, qui est je dirais, qui vient atténuer si on arrivait à rétablir cet article, qui, moi, ne me semble pas utile, je me suis amusé à faire un petit calcul. Pour quelqu'un qui verserait 1 000 euros de dons, c'est-à-dire au plafond, si on le ramenait au plafonnement, je rappelle ce plafonnement qui est proposé, c'est le plafonnement qu'on applique en matière de dons, ce qu'on appelle le don Coluche pour les restaurants du cœur. Et je ne trouvais pas anormal que l'on cale
les dons exceptionnels pour Notre-Dame, au moins pour les restaurants du cœur et également pour les logements dans le cadre de la Fondation Abbé Pierre, ça ferait perdre 41,67 € à la personne qui bénéficierait pas de l'article 5 dans sa rédaction proposée par la rapporteure. Voilà. Moi, je pense que ça ne serait pas un drame. On cale l'avantage fiscal sur les avantages fiscaux qu'on a en matière de dons Coluche. Ça me semblerait un signe. Tout ça, ça va dans le bon sens. Mais entre, effectivement, des gens qui ne peuvent pas se nourrir ou qui ont de graves problèmes dans la vie et, effectivement, ce que je comprends tout à fait, la réflexion Notre-Dame, je pense qu'on pourrait avoir un traitement équivalent. Merci, monsieur le député. Et dernier sous-amendement, le 291. Madame Victory, monsieur Potier. Oui, de par son histoire et la littérature qui l'entoure, Notre-Dame est porteuse d'un esprit populaire. Par conséquent, cet esprit populaire doit se retrouver dans les démarches de reconstruction engagées par le gouvernement. Ce présent amendement propose donc d'éviter que soient moins bien traités les foyers fiscaux qui comportent plusieurs membres. Dans un souci d'équité, il est proposé que la limite pour les versements qui feront l'objet d'une réduction fiscale soit fixée par part fiscale. Toujours la même démarche, populaire, égalitaire, démocrate. Monsieur le député. Amendements identiques, le 21, monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise non pas à rétablir la version de l'Assemblée nationale, mais celle du Sénat, puisque dans sa grande sagesse, il avait prévu une déduction de 75% dans la limite de 2 000 €. Il s'agit là, et je crois que ça avait été convenu, d'un dispositif exceptionnel pour un cas exceptionnel, la restauration d'un symbole unique pour tous. Merci, monsieur le député. Le 24, madame Boyer. Merci Madame la Présidente. À travers cet amendement, j'aimerais revenir sur les dons pour nos édifices cultuels. Je voudrais rappeler que la Fondation internationale du droit pontifical Aide à l'Église en détresse, l'AED, a publié son rapport annuel pour l'année 2018. L'AED compte 23 pays donateurs. La France est de loin le généreux. L'année dernière, la Fondation a récolté dans l'Hexagone 8 millions d'euros de plus qu'en Espagne, deuxième plus gros donateur. Pourtant, malgré cette grande générosité, l'AED constate une chute de dons par rapport aux années précédentes. En France, la Fondation a récolté 22 millions d'euros en 2018 contre 26 millions en 2017, soit une baisse de 15%. Et selon l'AED, cette chute s'explique en partie par les dernières réformes fiscales menées par le gouvernement et notamment la hausse de la CSG. Je les cite, « Nos petits donateurs qui constituent la majorité de notre soutien ont été directement touchés par la hausse de la CSG. Elle a eu un impact radical sur la collecte des dons. On peut l'analyser car beaucoup de nos contacts nous écrivent directement. » Je ferme la citation. 90% des ressources collectées en France en 2018 ont été utilisées au Moyen-Orient pour les reconstructions-rénovations de plus de 200 maisons en Irak et une aide d'urgence en Syrie. Cette zone est depuis plusieurs années le théâtre de persécutions de chrétiens. Aussi, l'AED a débloqué plus de 40 millions pour les réfugiés irakiens depuis l'été 2014 et plus de 25 millions pour les réfugiés syriens depuis le début de la guerre en mars 2011. Le Moyen-Orient est, après l'Afrique, l'endroit où la Fondation investit le plus. Depuis 2017 et la libération, entre guillemets, de l'Irak, il n'y a plus la même couverture médiatique sur place, mais pourtant, les personnes continuent de souffrir. Une mécanique s'est installée, et comme cela est moins médiatisé, les dons sont plus rares. Au moment de la reconstruction, les besoins de ces associations sont par conséquent extrêmement importantes. Aussi, je voudrais saluer à la fois leur travail et regretter qu'aucune disposition de ce texte ne permette de faciliter les dons. Et même pour Notre-Dame de Paris, on a fait le choix de rétropédaler en ne prévoyant plus de déduction fiscale, ou en tout cas en la limitant, et je trouve ça vraiment dommage. Aujourd'hui, et je ne reviendrai pas sur les propos que j'ai tenus tout à l'heure sur le nombre d'édifices cultuels qui sont en souffrance, mais je pense qu'il serait temps qu'on examine quelque chose qui nous permette de les aider à faire en sorte qu'ils ne s'effondrent pas. Le 52 n'est pas défendu. Le 153... Madame Dalloz, défendu. Le 202, Madame Le Grip, défendu. Voilà, nous en avons terminé avec cette longue série. Madame la rapporteure.
Oui, rapidement, parce que nous avons déjà eu ce débat, ce sera un avis défavorable sur l'ensemble de ces sous-amendements. Sur le rétablissement du texte au Sénat, je n'y suis pas favorable. Et concernant la modification de plafond, elle ne me semble pas opportune. Je pense qu'il est important de rester sur le dispositif qui a été annoncé. Et je rappelle aussi que le don moyen est aujourd'hui de 100 €. Défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Un point, merci Madame la Présidente. Pour dire que nous avons proposé cette réduction d'impôt de 75% au lieu de 66% avec un plafond de 1 000 € pour répondre à la générosité de nos compatriotes. Il y a cet fait exceptionnel, cette réaction exceptionnelle, cette émotion exceptionnelle, cette volonté de donner, de participer exceptionnelle. Et donc on a dit qu'il faut que l'État envoie un signal en disant oui, nous avons compris et nous faisons un geste spécifique qui est limité en termes de montant, puisqu'il y a un plafond de dons de 1 000 € et qui est réservé aux particuliers, donc évidemment pas aux entreprises. Ensuite, très clairement aussi, le système du mécénat, de réduction d'impôts, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Finalement, dans l'absolu, ça peut représenter, c'est présenté comme un avantage fiscal, mais ça n'en est pas vraiment un. C'est simplement que le donateur flèche son impôt sur l'action qu'il souhaite voir conduite, et il rajoute de l'argent au bout. Et donc la sortie d'argent pour lui est la même et même supérieure à s'il n'avait pas donné pour cette action-là. Il a 100 d'impôts à payer, eh bien il va donner un don vers une œuvre et il va flécher son impôt vers l'œuvre, mais il va quand même sortir l'argent. Simplement, cet argent-là va être financé par l'État vers l'action qu'il aura choisie. Et donc, ce n'est pas un cadeau fiscal fait aux mécènes ou aux donateurs. C'est simplement l'État qui accompagne le choix d'un donateur de donner un peu plus que son impôt vers une action culturelle, en l'occurrence avec la restauration des monuments historiques. Donc attention quand on présente le mécénat, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion dans la tête de nos compatriotes, laissant croire que ceux qui payent des impôts ont une espèce d'avantage fiscal que les autres n'ont pas. Troisième point, nous avons préféré faire un plafond simple, clair, reconnaissable et qui a été annoncé depuis des semaines maintenant à nos compatriotes. Et ça serait objectivement assez malvenu d'aujourd'hui ne pas permettre à ceux qui ont donné plus que le montant dont vous parliez, jusqu'à 1 000 € soient pénalisés et ne puissent pas bénéficier de la réduction d'impôt. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur Potier, vous avez demandé la parole. Oui, Madame la Présidente. Il y a eu plusieurs maladresses dans l'annonce de cette loi. Je me souviens, on lui pardonnera, mais Monsieur le Premier ministre disant, c'était à la télévision, dans le feu de l'émotion, c'est le cas de le dire, je veux que chaque euro qui aille à Notre-Dame de Paris y aille vraiment. Pour tous les autres qui militent dans le mécénat, sur d'autres œuvres et tout, c'était profondément injuste. Je crois qu'on a tous corrigé que c'était une maladresse et qu'on n'en veut pas. La deuxième maladresse, c'est d'avoir fait une réduction d'impôt là où on a privé plus de la moitié des Français de leur capacité, accompagnés par l'État, à faire un don. Moi, je n'ai pris, Monsieur le ministre, votre explication. On sait tous ce que c'est qu'une réduction d'impôt sur du mécénat, sur un don. Ça, je crois qu'on a bien compris. Par contre, la moitié des Français ne payant pas d'impôt, lorsque je fais un don de 100 €, dans un cas, j'ai une somme qui est déduite, et si je ne paye pas d'impôt, eh bien, je n'ai pas de crédit d'impôt. Nous demandions simplement qu'un montant égal rétrocédé par l'État, nous ayons la capacité pour 100% des Français de participer à égalité. Encore une fois, je ne paye pas d'impôt, je donne 100 €, je n'ai aucune remise par l'État, donc je paye 100 €. Si je paye des impôts, eh bien je vais n'en payer que 50 ou 40, et c'est une profonde injustice. On rajoute à l'injustice des revenus une injustice de la reconnaissance par l'État de l'effort que nous faisons dans une œuvre commune. C'est vraiment pas le moment. C'est au contraire le moment d'universaliser cette capacité à donner et à faire en sorte, ce sera ma dernière expression, que lorsqu'on donne pour Notre-Dame de Paris, ça ne vienne pas dévaloriser ce que nous faisons par ailleurs pour les cathédrales que sont la planète ou la personne humaine. Merci, Monsieur le député. Monsieur Larive.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi j'ai bien entendu votre laïus, on a tous entendu votre laïus, mais non, c'est une exonération. Donc, écoutez, seul celui qui ne paie pas d'impôt verse la totalité de son don. Vous pouvez prendre la chose par où vous voulez, c'est comme ça, c'est une exonération. Et en fait, cette exonération, en plus, elle est compensée par l'État, donc par l'ensemble du contribuable. Donc vous ne pouvez pas nous dire que non, c'est la même chose quand quelqu'un ne paie pas d'impôt, quelqu'un qui paie des impôts. Mais non, ce n'est pas du tout la même chose. L'un va avoir une réduction d'impôt, l'autre non, puisqu'il n'en paie pas. Merci, Monsieur Larive. Madame Motin. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'il y a une petite confusion quand même. Je pense que chaque Français donne à la hauteur de ses moyens, simplement. Quelqu'un qui ne paye pas d'impôts va peut-être effectivement donner 50 € et il aura donné à la hauteur de ses moyens. Quelqu'un qui paye des impôts voudra donner 100 €. Alors oui, il aura la possibilité de donner un peu plus et d'être accompagné parce qu'il paye des impôts avec le fruit de son impôt. Mais au final, ce qu'on calcule finalement une fois qu'on déduit le crédit d'impôt, c'est ce qu'on donne et c'est ce qu'on a envie de donner. Et effectivement, quand on est imposable, on est accompagné également par une dépense publique de l'État qui est réservée effectivement aux gens qui sont imposables, avec une dépense publique qui s'appuie sur cet impôt. Mais très clairement, il n'y a aucune injustice dans tout ça. Chaque Français peut donner à la hauteur de ses moyens, concrètement, et il n'y a aucune injustice. Et je voudrais juste répondre aussi à ce que nous disait M. Mattei on a déjà eu cette discussion en commission. Je crois qu'il ne faut pas confondre des dons pérennes qui se renouvellent tous les ans pour des associations caritatives telles que celles qu'il a citées, notamment les Restos du Cœur. On est tous très conscients que ces associations-là font un travail fantastique pour accompagner les Français. Elles ont une action pérenne. Là, encore une fois, on est sur un cas unique, exceptionnel, Notre-Dame, avec des règles qui ne sont pas les mêmes, d'où ce plafond exceptionnel et plus lisible, comme nous l'a dit Monsieur le Ministre. Merci, Madame la députée. Madame Dalloz. C'est vraiment une discussion extraordinaire. Même si l'heure est tardive, on a bien fait de rester jusque-là pour assister à tout cela. Alors, on nous dit les Français donnent en fonction de leurs moyens. Oui, enfin, en général, c'est plutôt traditionnel, Madame Sandra Motin. Ça, c'est une réalité. Mais l'avantage fiscal, il n'existe effectivement que pour ceux qui sont imposables. C'est la règle, elle est fiscale, c'est une règle de base. Donc, ils aimeraient certainement bien, ceux qui ne sont pas imposables, aimeraient certainement donner plus, mais ils n'ont pas d'avantage fiscal. Par contre, l'État a fait un choix. Le gouvernement a fait un choix d'être sur une réduction fiscale extraordinaire à 75%, qui n'est pas la règle, puisque en matière de réduction d'impôts, on est traditionnellement à 66, mais le delta entre 66 et 75, c'est bien une dépense pour le budget de l'État. Arrêtons de nous faire penser, Monsieur le Ministre, que c'est gratuit et que ça va bien. Il y a bien une dépense réelle, concrète, dans le budget de l'État. Enfin, il faudra l'assumer. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'aimerais que vous ayez estimé le coût que ça va représenter. Imaginons 5 millions de dons. Quel est le coût pour l'État final de ces donations si c'est du don de l'ensemble de nos concitoyens? Ça serait intéressant de le connaître. Merci, Madame la députée. Madame Victory. Oui, c'est vrai que la discussion est un peu étrange parce que j'ai l'impression que les collègues font mine de ne pas comprendre quelque chose qui est relativement simple et qui est l'idée que chacun, et que si nous voulons que cet élan national ait un sens et qu'il puisse bénéficier à chacun et même la moitié des Français qui ne paient pas d'impôts, il y ait la possibilité de ce crédit d'impôt. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Et nous avons proposé un budget constant puisque nous proposions de baisser à 531 €, qui était ce qui existait déjà pour les associations caritatives. Pardon. Donc ça ne faisait pas d'augmentation pour le budget de l'État. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est simple. Alors j'ai vraiment l'impression que vous faites mine de ne pas comprendre parce que c'est relatif. C'est de nous dire ça. Bien sûr,
bien sûr que nous sommes pour les dons et que nous sommes... Arrêtez, vous êtes en train de mélanger tout ça. Si vous voulez parler... De l'un à l'autre. Merci. Monsieur Mattei. Et nous arrêterons là la discussion. Je voudrais quand même répondre à Monsieur le ministre. Écoutez, Monsieur le ministre, même si on est un député de la majorité, moi, je n'ai pas de souci avec ce texte, à part ces deux articles qui ne sont pas neutres. Mais si on ne peut pas, en tant que député, même de la majorité, essayer d'émettre un avis qui n'est pas forcément conforme à ce qui a été décidé au départ, je pense que moi, je vais aller me coucher rapidement et puis on ne fera plus de remarques. On a quand même le rôle du parlementaire et d'essayer de faire avancer le débat. Nous, simplement, le sens de cet amendement que moi je qualifie de repli, si on rétablit l'article 5, c'était simplement d'avoir une cohérence. La cohérence, il n'y a pas plus de cohérence de dire on est à 1 000 euros ou de cohérence à dire on plafonne avec ce qui est pratiqué pour les dons dits Coluche. Voilà, c'est tout. Bon, on essaie de faire avancer. Il me semble qu'il y avait une petite image. Effectivement, il y a eu une annonce, mais franchement, la perte qui serait faite pour les personnes qui ont donné, si on donne, a priori, c'est qu'on a envie de donner. Et si je dirais, la carotte fiscale, et d'ailleurs certains grands donateurs ont renoncé à l'avantage fiscal, ce que j'ai trouvé particulièrement élégant, mais moi je trouve qu'on peut quand même essayer de rééquilibrer. Voilà, c'était le sens. Il me semble qu'on ne va pas faire la révolution. C'est une mesure d'équité et je dirais certaine humanité dans nos discussions. Très bien. Oui, Madame Dumas, et puis Monsieur le ministre répondra, donnera son avis également, Monsieur le ministre, sur l'amendement de Madame Magne et les sous-amendements. Oui, c'est juste une question en fait de curiosité, mais je voulais juste savoir, et je suis sûre que c'est possible, mais comment on peut déposer un amendement sur un article supprimé? C'est juste pour comprendre. Oui, mais il est quand même déposé sur l'article supprimé. Oui, mais justement, voilà, mais c'est possible. Il propose de le rétablir. Donc, ok. Ouais. Bien, Monsieur le ministre. Non, mais Monsieur Mattei, jamais, ce ne serait pas permis de dire qu'un député comme vous, comme n'importe quel député, ne puisse pas proposer un amendement. Simplement, vous êtes bien conscient que moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec votre proposition. Donc, c'est ce que j'ai dit, tout simplement. Et j'ai essayé de justifier mon avis, qui est différent du vôtre, pour dire que, voilà, vous avez fait un choix que je comprends, j'entends ce que vous dites sur le plafond que vous souhaitez. Et nous, je vous dis qu'on a choisi plutôt le plafond de 1 000 euros, parce que c'est simple, c'est clair, et qu'en plus, comme il a été annoncé dès le départ, voilà, ça risquerait psychologiquement de perturber éventuellement les donateurs qui ont déjà donné. C'est tout. Mais je comprends votre logique, j'en ai une différente. Voilà, chacun va s'exprimer et je pense qu'il n'y a pas de problème, effectivement. Ministre, vous pouvez... Et je suis favorable à l'amendement numéro 90 de Madame la rapporteure et défavorable aux sous-amendements et amendements. Très bien, merci Monsieur le ministre. Donc, je vais commencer par mettre aux voix les sous-amendements. Donc, sous-amendement 288, défendu par Madame Victory ou Monsieur Potier, et avec un avis défavorable, qui est pour ? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sous-amendement 289, même avis, même vote, il n'est pas adopté. Une série de sous-amendements identiques, dont le premier est le 290, ayant reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, ils ne sont pas adoptés. Sous-amendement 291, même avis, même vote, il n'est pas adopté. Donc, on va mettre à présent aux voix l'amendement 90 de Madame Magne ayant reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Les amendements identiques 21 et suivants ayant reçu un avis défavorable. C'était une rédaction globale, Madame la Présidente. Ah d'accord. L'article est rédigé. Donc très bien. Donc, les amendements identiques tombent dès lors que l'article est rédigé. Nous en venons à l'article 5 bis, amendement à l'article 5 bis, le 22, Monsieur Bazin.
Oui, merci Madame la Présidente. Cet article vise à demander un rapport et cet amendement demande à ce que ce rapport soit plus complet, Monsieur le Ministre. C'est ainsi que devraient y figurer les contreparties matérielles obtenues par les donateurs et le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration. Ces informations sont importantes et aboutissent à plus de transparence, qui sont des objectifs que nous devons tous ici partager. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Oui, j'ai proposé en commission de rétablir la version de l'article 5 adoptée par le Sénat pour plusieurs raisons. Première raison, le rapport demandé serait établi pour le 30 septembre 2020, puis chaque année ensuite. Or, cette modification ne me paraît pas opportune dans la mesure où l'objectif principal est d'identifier les dons et les montants associés au dispositif de majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt prévu à l'article 5, lequel prendra fin le 31 décembre 2019. Et deuxième élément plus problématique, l'information du Parlement sur les versements effectués par les collectivités territoriales, élément que nous avions introduit à l'initiative de notre collègue Valérie Rabault dans un esprit transpartisan, est supprimée. Donc cette suppression est assez regrettable. Donc il me semble préférable d'en rester au texte adopté par notre Assemblée. Défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 181, monsieur Larive. Bien, par cet amendement, nous souhaitons compléter la demande de rapport votée en commission des finances lors de la première lecture. Ce rapport pourrait ainsi également détailler quels déciles de revenus bénéficieront le plus de la réduction d'impôt qui vient d'être rétablie donc dans ce nouvel article 5. Voilà, ça permettra de démontrer l'injustice d'une telle réduction d'impôt, par définition, puisqu'il ne s'agit pas d'un crédit d'impôt, mais seulement d'une réduction d'impôt. Seuls les contribuables payant l'impôt sur le revenu pourront en bénéficier. Ainsi, plus de la moitié de la population française sera exclue de ce dispositif, pourtant censé encourager la cohésion et la solidarité nationale, autour d'un objectif commun, la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Très concrètement, avec cet article qui vient d'être voté, on aboutit à une situation, un contribuable, voilà, on va se répéter, mais je crois que vous connaissez la formule, se verrait rembourser 750 € par le fisc pour un don de 1 000 € allant au financement de la reconstruction de Notre-Dame. Et en plus, ceci serait compensé par l'État, et comme il a été dit en face, comme je l'ai dit, par l'ensemble des contribuables. À l'inverse, un contribuable, par exemple, qui est au SMIC, devra financer à 100% son don de 1 000 €, sans recevoir aucune participation de l'État pour l'aider à financer ce don. Voilà, cette situation ubuesque doit être étudiée à l'aide de ce rapport. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Oui, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Votre amendement est présenté comme un instrument permettant d'illustrer le fait que la réduction d'impôt bénéficiera principalement aux contribuables les plus aisés. Or, par son fonctionnement même, une réduction d'impôt ne profite qu'aux contribuables qui sont redevables de l'impôt sur le revenu. Ce sera un avis défavorable. Merci, madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 135, madame Mette. Merci, madame la présidente. Si la nécessité d'une information exhaustive du Parlement est nécessaire concernant la souscription nationale, celle-ci ne doit pas méconnaître des règles garantissant certaines libertés publiques et individuelles, notamment celles protégeant les données personnelles, RGPD, ou celles concernant le secret fiscal propre à chaque personne physique ou morale. Merci, madame la députée. Madame la rapporteure. Avis défavorable. Cette précision ne me semble pas nécessaire. La principale raison tient au champ du rapport, puisque celui-ci ne mentionnera que le montant des dons effectués dans le cadre de la souscription, en isolant notamment ceux qui auront donné lieu à la majoration exceptionnelle instaurée par l'article 5. Il n'y a donc aucune donnée personnelle ou fiscale. Et je rappelle par ailleurs que le gouvernement, lorsqu'il remet au Parlement les rapports qui lui sont dus, respecte déjà pleinement ses obligations. Donc pour moi, c'est satisfait. Demande de retrait ou à défaut défavorable. Merci, madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 65, madame Laurent. Il est défendu. Madame la rapporteure. Défavorable. Monsieur le ministre, je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre?
n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 5 bis. Qui est pour? Qui est contre? L'article 5 bis est adopté. Nous en venons à l'article